21e conférence internationale sur le sida tenue à Durban en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les prochaines assises sur cette maladie qui continue de faire plusieurs victimes dans le monde. Les pays partageant la Méditerranée se mobilisent pour freiner le réchauffement climatique. Ils ont mis sur pied une rencontre internationale annuelle pour plancher sur le changement climatique qui touche cette partie du monde. Agissons en faveur du climat est le thème retenu pour cette édition qui se tient à Tanger au Maroc. La polémique sur les bavures policières racistes à l'encontre des Africains américains aux États-Unis d'Amérique continue d'être alimentée. Nos vidéos montrent qu'un noir, Charles Kensey, a été froidement pris pour cible par la police de Miami alors qu'il ne représentait aucun danger. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux membres. Ce sont les ambassadeurs de Burkina Faso, de la Colombie et du Royaume de Norvège. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Et c'était en présence d'Awa Touré. Un geste de plus pour redonner à l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou sa vigueur d'antan. C'est ce que révèle la nomination de son Excellence Mahamadou Zongo comme nouvel ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Venu présenter sa lettre de créance ce jeudi au président Alassane Ouattara, ce maître de conférence en sociologie entend contribuer au raffermissement des relations entre les deux nations. Ce à une semaine de la tenue de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Je voudrais rappeler ici que nous avons des relations de très bonne qualité qui sont très excellentes en raison des liens imbriqués entre nos deux pays, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Entrée en fonction également pour son Excellence Ege Hersberg, nouvelle ambassadrice désignée du Royaume de Norvège en Côte d'Ivoire. Un royaume qui entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1964. Coopération bilatérale déjà marquée par la signature de 4 accords entre les deux pays et qui devrait connaître une nouvelle impulsion économique avec l'ouverture prochaine d'un bureau régional du Fonds norvégien au Ghana. Comme vous le savez, la Norvège joue un rôle important au niveau énergétique. Nous sommes dans le domaine de l'énergie solaire, dans l'hydroélectricité, dans tous les domaines concernant aussi le pétrole, le gaz. Donc je sais qu'il y a un grand nombre d'investisseurs norvégiens qui voudraient investir ici en Côte d'Ivoire dans ces divers domaines que j'ai cités. 4e puissance économique latino-américaine, la Colombie entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis février 1965. Toutefois, cette coopération connaît un faible niveau de développement et Claudia Turbay Quintero, nouvelle ambassadrice désignée de la République colombienne en Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, annonce la volonté de son pays de la booster. La Colombie est une bonne amie de la Côte d'Ivoire en matière politique multilatérale, mais c'est la première fois que nous sommes ici comme diplomatiques, comme ambassadeurs. Donc, nous avons déjà étudié possibilités pour la coopération entre les deux pays et nous avons trouvé et nous avons déjà commencé avec quelques matières. Par exemple, les matières éducatives. Et nous sommes prêts pour commencer dans la construction d'une université avec quelques spécialisations. Aussi, nous avons vu la coopération dans les matières agricoles, dans les matières politiques, dans les matières commerciales. Après la présentation de leur lettre de créance, les 3 nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont chacun reçu les honneurs d'un détachement de la garde républicaine.
Il y a quelques jours, les populations ivoiriennes manifestaient contre la CIE pour le coût élevé des factures et l'émission de double factures. Les locaux de la CIE de Yamoussoukro, de Daloa et de Tiasalé ont été saccagés. Face à cette situation, le collectif des associations de consommateurs et de la société civile lance un appel au calme. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et le collectif des organisations de consommateurs et de la société civile, après concertation avec la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, ont convenu ce qui suit. Premièrement, le report des dates limites de paiement des factures de juillet 2016 au 12 septembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, la non-application de la pénalité de 10% sur les factures jusqu'à cette date. Troisièmement, la poursuite des négociations autour d'une table afin de prendre en compte les préoccupations des consommateurs. Le collectif des organisations de consommateurs de la société civile appelle donc les consommateurs d'électricité au calme, à s'abstenir de tout acte de vandalisme. Il leur assure qu'elles mettront un point d'honneur à veiller au respect scrupuleux des mesures si énoncées. Ils invitent par ailleurs le consommateur à saisir l'ANARE au numéro vert 800 800 02 pour toute réclamation ou information. Je vous remercie. Après les manifestations des populations dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour dénoncer l'émission de 2 factures au mois de juillet par la CIE ainsi que les affrontements qui ont opposé la police nationale aux étudiants au sein de l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la plateforme des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire appelle à l'apaisement et au civisme. Nous voulons inviter les populations ivoiriennes, notamment les jeunes, à la retenue. Nous voulons les inviter au civisme. Nous sommes tous, autant qu'ils le sont, victimes d'un certain nombre de situations. Mais nous voulons dire que c'est seulement dans le respect des biens et des personnes, c'est seulement dans le civisme, dans le vrai patriotisme, que nous devons donc mener le débat pour exposer nos mécontentements, pour exposer donc nos revendications. Et surtout à comprendre que le gouvernement ivoirien est à l'écoute de leurs préoccupations, mais nous voulons également profiter pour inviter les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité à mettre en application les instructions ou si vous voulez les injonctions du chef de l'État tenu le 1er mai 2016. Changeons de sujet, parlons de Kigali. Kigali, la capitale du Rwanda, est une ville propre et belle où il fait bon vivre. Jérôme Kofi Abolin y était à la faveur de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est tombé sous le charme de cette ville. Voici son constat. Que de conduire avec brio la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement les 17 et 18 juillet 2016, la capitale rwandaise a plus de mérite de s'illustrer de la plus belle des manières pour ce qui la caractérise singulièrement. La propreté. Oui, la propreté. De quoi émerveiller toute personne qui, pour telle ou telle raison, vient au Rwanda ou le découvre à travers sa capitale. Nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. De Kyovu à Kimurongo, en passant par Nyavugogo, Yarutarama, Yarera et dans les environs du mont Kigali, partout dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers d'affaires, il n'y a pas la moindre trace d'insalubrité. Même les poubelles pour traquer les sachets plastiques et autres mégots de cigarettes, ainsi que des tas d'immondices, sont rarement visibles parce que bien rangés dans des endroits appropriés.
Partout, ce que l'on voit, ce que l'on touche en termes de propreté, n'a rien d'un oripeau, juste une réalité dont seuls les Rwandais ont le secret. Notre gouvernement s'efforce de le développement. Alors le développement va avec la propriété. Tu ne peux pas développer et rester la propriété, bien sûr. Donc c'est pourquoi tout le monde là est concerné, toute la population. On s'efforce de la propriété. La propriété du Rwanda est basée sur la culture. Notre quartier doit être propre avant que la ville devienne propre. Alors à partir des quartiers, ça devient des secteurs, des villages, des districts là. C'est pourquoi vous voyez que notre ville est propre. La propreté au Rwanda, en tant que fait culturel, c'en est un vraiment. Mais le plus marquant, c'est de se faire à l'idée que l'on est rwandais pour être au Rwanda et non parce que l'on appartient à un groupe ethnique. Au-delà donc de ce changement de mentalité, après les épreuves de 1994, il y a des visées de développement. Dès lors, on se doute fort bien que le Rwanda n'ayant pas de matières premières suffisantes, de façade maritime, pour le président Paul Kagame, il n'y a que cela comme atout majeur pour attirer les investisseurs en vue d'un développement durable. Donc, de Kigali, avec le président Paul Kagame pour un changement de mentalité après des moments difficiles, au Rwanda, à Abidjan, on ne risque rien de dire que le président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale de 2010, a raison trop tôt pour parler comme l'autre de dire qu'il faut à la Côte d'Ivoire un Ivoirien nouveau pour son développement. Cham Kofi Abolin, revenons en Côte d'Ivoire où la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était l'invitée des rendez-vous du gouvernement. Après avoir dépeint le tableau non reluisant de la situation de la salubrité et de l'assainissement en Côte d'Ivoire, elle a indiqué que le gouvernement ivoirien a décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur. Grâce Kando. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, invité du 26e numéro des rendez-vous du gouvernement ce jeudi. 2 heures d'horloge ont suffi à Anne-Désirée Ouloto pour décliner la vision du gouvernement et les initiatives prises pour améliorer le cadre de vie des populations. À cette rencontre, l'oratrice du jour a fait un large tour d'horizon des questions liées à l'état d'insalubrité dû à l'incivisme des populations. L'heure est au changement, selon la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Des actions sont menées par son département pour inciter les citoyens à améliorer leur cadre de vie. Des réformes sont donc en vue. La fusion de la nature et du Fonds de financement des programmes de salubrité est une exigence du président de la République et du gouvernement. La mise en place d'une plateforme avec les maires de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les collectivités territoriales se sont senties exclues du processus de propreté, de gestion des ordures ménagères, d'amélioration du cadre de vie des populations. Le partenariat avec les ONG de Côte d'Ivoire, avec les associations de la société civile, qui sont des relais de l'action du gouvernement, cela doit se faire dans un cadre formel. Nous avons également, au titre des politiques et des réformes, l'introduction du tri sélectif à partir des ménages. L'instauration d'une politique de prévention des déchets et d'éco-consommation. Des réformes qui passent par la construction d'infrastructures modernes. La Côte d'Ivoire a besoin de centres de groupage en matière de salubrité. Nous avons 2 qui sont en finalisation donc, de construction. Il y en a un qui verra le jour bientôt. Nous rêvons de réaliser 2 centres de transfert pour faciliter donc la gestion, le processus de collecte des déchets ménagers. Nous avons besoin également de 3 centres d'enfouissement technique. Nous devons désormais parler d'unités de tri, d'usines de valorisation de déchets avec production d'électricité et de gaz. Les programmes d'investissement annoncés par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. Pour restaurer l'image des villes ivoiriennes, le ministère envisage d'organiser une semaine nationale de propriété au mois d'août prochain. Mais avant, le projet dénommé « Propriété et embellissement des communes de Côte d'Ivoire » sera lancé ce lundi 25 juillet.
Deuxième grand titre de cette édition, les pays partageant la Méditerranée se mobilisent pour freiner le réchauffement climatique. Ces pays ont mis sur pied une rencontre internationale annuelle pour plancher sur le changement climatique qui touche cette partie du monde. Agissons en faveur du climat est le thème retenu pour cette édition qui s'est tenue à Tanger au Maroc. Kwasi Mamadou était au Maroc pour RTI 1. De Paris à Marrakech, le changement climatique est au centre de tous les débats. Tout le monde veut apporter sa touche dans l'élaboration d'un plan stratégique contre cette menace planétaire. Avant le rendez-vous de Marrakech en novembre prochain, l'étape de Tanger au Maroc, les pays de la Méditerranée réfléchissent sur les conséquences subies par leur population afin d'y trouver des solutions, et ce à travers la Med COP Climat 2016. Pour cette deuxième édition de la conférence des pays de la Méditerranée sur le climat, le thème retenu est « Agissons en faveur du climat ». Ici, les réflexions portent sur le rôle de la société civile dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que tout le monde écoute la justice climatique. Alors ils se demandent c'est quoi la justice climatique. Et c'est injuste que ça reste tout simplement dans le côté gouvernemental, mais aussi la société civile. Nous, comme société civile, vu qu'on travaille sur la proximité, on aimerait bien sensibiliser tout le monde. Et pour nous, il y a dans un autre cadre, on travaille dans le genre et justice climatique. Les engagements étatiques qui ont été pris à Paris à travers les CPDN, donc les contributions prévues déterminées, ne permettent de toute façon pas d'atteindre une trajectoire d'émissions de carbone qui permettra au monde de rester en dessous des 2 degrés, hein, c'est l'objectif. Donc là, la coalition qui est nécessaire au niveau des acteurs non étatiques, c'est crucial pour effectivement atteindre cet objectif. Hein. L'eau occupe également une place importante dans les débats. Car pour ces pays, il faut agir pour préserver les ressources d'eau. Toujours qu'à la Méditerranée, nous connaissons très bien qu'est-ce que c'est la pénurie d'eau. Nous avons plus de 2000 années d'histoire à la gestion de la pénurie et nous attendons des prévisions plus précises sur les scénarios de diminution des ressources en eau pour faire face. La façon dont nous on aborde cette question de l'eau, bien sûr, c'est à travers d'abord les initiatives et les mesures qui sont à faible coût, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la demande en eau, donc utilisation efficace de la ressource, et aussi à travers les nexus, ce qu'on appelle nexus, c'est-à-dire les liens entre les différents secteurs, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'énergie, puisque le grand enjeu, bien sûr, dans le futur, ça sera le besoin en dessalement d'eau, et il faut que ce besoin en dessalement d'eau soit assouvi, que la demande soit rencontrée à travers des systèmes qui soient à faible émission de carbone, bien sûr, et qui soient aussi adaptés au changement climatique. La Med COP Climat 2016 de Tanger, qui se tient après celle de Marseille en 2015, a pour objectif d'initier de nouvelles dynamiques pérennes à échelle méditerranéenne, orientées vers une coopération autour du changement climatique. Les pays de la Méditerranée veulent élaborer un agenda de solutions prenant en compte la valorisation de bonnes initiatives locales. Autre titre de cette édition et parlons de la 21e conférence internationale sur le sida tenue à Durban en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter chez les prochaines assises sur cette maladie qui continue de faire plusieurs victimes dans le monde. Kadi Fatiga est notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Des applaudissements qui en disent long sur la joie de la ministre de la Santé. En effet, ce n'est maintenant plus un secret. La Côte d'Ivoire est désignée meilleure candidate pour abriter la 19e édition de ICASA, conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Passé ce moment de joie, place aux invitations pour une participation massive à ce rendez-vous du leadership africain, de l'appropriation de la réponse au VIH et de l'accroissement de l'investissement financier. L'astuce, allier échanges scientifiques et tourisme et surtout affirmer que la Côte d'Ivoire est une destination sûre. Abriter cette conférence est un enjeu majeur. Pour accueillir cette conférence sur le sida, la Côte d'Ivoire était en compétition avec le Kenya et la République démocratique du Congo. Une victoire saluée par l'Agence de recherche Nord-Sud pour le sida et les hépatites virales et l'ONU-SIDA. En 1997, la Côte d'Ivoire avait abrité la 9e édition de la conférence sur le sida et c'est à cette occasion que l'initiative pour l'accès aux antirétroviraux avait été lancée par les présidents Bédié, Compaoré et Chirac. ICASA 2017 à Abidjan, ce deuxième rendez-vous est du 4 au 9 décembre. Organisée par la Société africaine anti-sida, cette 19e rencontre sur le sida sera un autre appel pour accélérer l'accès au traitement pour tous les séropositifs et surtout interpeller les adolescents et adolescentes à l'adoption de comportements sans risque de VIH-Sida.
car de plus en plus, cette jeunesse est la nouvelle cible de l'infection à VIH. Et le reportage de Kadi Fadiga était dit par Vénon Seman Niamien, toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois ici en Côte d'Ivoire, la Fondation Ivoire Santé vient de remettre un lot d'équipements sanitaires au dispensaire d'Arikoka dans le département de Katiola. Les populations de cette localité n'auront donc plus besoin de se rendre à Katiola ou à Niakaramadougou pour se faire soigner. Kwasi Mamadou. Une bouffée d'oxygène pour la population d'Arikokar, une sous-préfecture située dans la région du Hambol. L'unique dispensaire qui dessert plus de 10 localités environnantes vient d'être équipé d'un important lot de matériels médicaux. Ce sont entre autres 4000 paires de gants, des stéthoscopes de dernière génération, des tensiomètres automatiques et un appareil de prise automatique de taux de glycémie. Ce don de la Fondation Ivoire Santé vise à rendre les soins les plus élémentaires comme la prise de taux de glycémie et le dépistage d'hypertension artérielle accessible aux populations. De l'avis du seul infirmier du centre de santé, les populations sont obligées de parcourir de longues distances jusqu'à Niakaramodougou, voire même Katiola pour faire ces analyses élémentaires. Chose qui décourage certaines personnes qui, par faute de moyens, vivent avec ces maladies silencieuses mais mortelles. Pour Zoumana Koulibaly, il était important pour sa fondation d'équiper le dispensaire d'Arikokar, car l'État de Côte d'Ivoire seul ne peut tout faire. Il faut être à ses côtés pour la bonne santé des populations afin qu'elles contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP a rendu public hier jeudi les résultats de l'audit des marchés passés au cours de la gestion 2014. Sur un échantillon de 150 marchés passés, 58% de ceux-ci l'ont été avec des procédures irrégulières. Le code des marchés publics pas toujours respecté par les autorités contractantes en Côte d'Ivoire. C'est le constat de l'audit mené par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics sur la gestion des marchés publics sur la période 2014. Sur un échantillon de 150, 87 marchés, soit 58%, ont été passés avec des procédures irrégulières. Des irrégularités de procédures constatées auprès de 19 autorités contractantes, ministères et sociétés d'État, sur un total de 21 audités. Pour améliorer le système, la NRNP a formulé des recommandations à l'endroit des autorités contractantes. D'abord, le problème d'archivage, vu que quand on audite, un audit se fait sur papier, sur document. S'il n'y a pas de document, il ne faut pas auditer. Et donc le problème de l'arrêté interministériel sur l'archivage a été mis en exergue. Nous avons ici le problème de renforcement des capacités même qui doit de plus en plus être accentué au niveau des sociétés d'État, des ministères et des différentes autorités contractantes même de façon générale. Nous devons aussi mener une politique qui devra conduire à permettre à tous les soumissionnaires, en particulier, de pouvoir se soumettre au code des marchés publics. Après la publication de ce premier audit généralisé, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Vous verrez la publication sur notre site internet et nous avons déjà transmis donc, le résultat de ces audits à nos autorités compétentes. Troisième étape, c'est de faire une matrice de suivi de nos recommandations pour que ça ne tombe pas dans l'oubli et que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, nous puissions faire un bilan de savoir quelles sont les recommandations qui ont été suivies. Les autres chiffres de l'audit font état de 32% de procédures régulières et 10% de marchés passés non archivés. Le cantonnement des eaux et forêts de Soubré a décidé de mettre les femmes au cœur de ses actions de lutte contre la déforestation. Pour ce faire, il a par le biais d'un groupement des femmes de Yabayo initié l'entretien d'une parcelle de 5 hectares reboisée par la pratique de l'agroforesterie. Honorine Kakubla, Anigori. Yabayo, dans le département de Soubré. Espace reboisé d'une superficie de 5 hectares. Le groupement des femmes, dénommé Benkelément, assure l'entretien de la parcelle à travers l'agroforesterie technique basée sur l'association des cultures forestières et vivrières. Une initiative du cantonnement des eaux et forêts de Soubré, conformément au projet Une école 5 hectares de forêt lancé en 2014. Pour le lieutenant-colonel Lucie Kochi-Kessé, qui a effectué une visite des lieux, c'est une expérience qui porte ses fruits. Car l'agroforesterie, au-delà de l'autonomisation des femmes par l'accès à la terre, concourt à la restauration du couvert forestier,
donc à la protection de la faune et de la flore. En tant que porte-parole, Awa Ouedraogo a exprimé la gratitude des femmes de l'association au cantonnement des eaux et forêts de Soubré, et ce, pour leur avoir donné l'occasion de se prendre en charge à travers la culture du vivrier, notamment le gombo, l'aubergine et le piment. Comme doléance, elle a souhaité que soient mises à leur disposition des semences et du matériel de travail, ainsi qu'un tricycle pour l'évacuation de leurs produits. La commune de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est confrontée depuis ces 2 dernières années à une insécurité routière sans précédent. Le préfet de la région du Poro, soutenu par la municipalité, a pris un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du casque pour les engins à 2 roues et 3 roues. Aussi, les maquis et autres bistrots ont obligation de fermer à partir de minuit. Abdul Kader Segedogo, RT Boaké. Les récentes statistiques des sapeurs-pompiers militaires basés à Korogo ont révélé que du 1er janvier au 31 mai 2016, les accidents de la circulation dans cette commune ont occasionné 23 morts et des centaines de blessés. Face à ce triste tableau, la réaction des autorités n'a pas tardé. Pour les engins à 2 roues, à la base de ces accidents, le port de casque devient obligatoire. Un arrêté préfectoral a été pris dans ce sens. Il fixe même une réglementation en ce qui concerne les heures d'ouverture des maquis et autres sites de consommation d'alcool. Nous avons demandé que les maquis ferment à des heures, aux heures réglementaires qui sont prévues par les textes en vigueur. À savoir en semaine, on peut travailler jusqu'à minuit, 23h minuit, et puis en week-end, on peut aller jusqu'à 2h, 3h du matin. Qu'il faut porter les casques. Il y en a qui encore sont réticents, mais je pense que ça va venir. Nous avons demandé aux forces de l'ordre de sortir régulièrement. Dans son application, la préfecture de police joue un rôle très important, avec surtout des amendes au bout. La procédure, c'est pas. Lorsque nos agents interpellent des usagers, on saisit la moto. La moto est conduite à la préfecture de police où une contravention est infligée à l'usager. La contravention est 2000 francs. Donc l'usager se rend au trésor pour payer sa facture. Il revient avec un reçu de versement. Et donc, sur présentation d'un casque, et le reçu de versement, on lui restitue la moto. Les usagers des engins à 2 roues perçoivent positivement les choses. C'est mon papa qui était sorti à la moto, il n'a pas de casque. Donc ils ont pris sa moto, il est venu me dire au travail. Donc je suis venu voir ça. Je suis d'accord, c'est normal. Oui, je vais porter, c'est la loi. Dans la commune de Korogo, il n'y a pas de taxis communaux. La mairie lance un appel aux transporteurs. Et nous encourageons tous ceux qui veulent faire du taxi à Korogo, nous les encourageons à venir s'installer à Korogo pour le bonheur des populations. Avec cette image où nous apercevons dans un tricycle un homme, son fils et son vélo, on peut le dire, cette bataille contre l'insécurité routière à Korogo doit aller jusqu'au bout. Et tout à fait autre chose, la Société nationale de développement informatique SND poursuit sa série de renforcement des capacités des agents et fonctionnaires à l'usage des outils informatiques. Ceux qui ont suivi cette formation à San Pedro viennent de recevoir leur attestation des mains des autorités de la ville. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 182 agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, issus de 34 structures qui ont pris part à cette formation. Ils viennent de recevoir leur attestation des mains des autorités de la ville. Une formation qui a répondu à toutes les attentes selon les organisateurs. C'est une façon de contribuer à rentabiliser les énormes investissements que fait le gouvernement pour doter notre administration d'outils informatiques. Parce que les utilisateurs, s'ils ne sont pas formés, peu importe les meilleurs outils, ce sera des investissements perdus. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi dans la carrière des bénéficiaires de cette formation. Nous faisons beaucoup de conférences avec les commerçants du village. Donc cette formation vraiment nous a apporté beaucoup plus. Vraiment, ça a développé notre rendement et ça a permis que nous puissions être un peu plus rapides dans les saisies, dans le traitement de nos dossiers. La prochaine session de formation aura lieu dans la région du Haut-Sassandra.
Alors que le Mali rendait hier jeudi hommage à 17 de ses soldats tués à Nampala au centre du pays, de violents combats étaient en cours en fin de journée à Kidal. Thomas Gessambi. Nouveau coup dur pour le Mali. Après la caserne de Nampala ce mercredi, de violents combats de rue ont eu lieu jeudi 21 juillet à Kidal entre des partisans de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ceux des membres du Gatia. Des armes lourdes étaient au rendez-vous. L'élément déclencheur des hostilités semble être lié à la mort d'un homme du HQA, Assadek Ad Moussa, présenté comme un officier le 19 juillet à Kidal. Celui-ci aurait été assassiné par plusieurs éléments du Gatia. Selon les habitants, les combats qui ont cessé tard dans la nuit ont éclaté vers 16h30, heure locale. La polémique sur les bavures policières racistes à l'encontre des Africains-Américains aux États-Unis d'Amérique continue d'être alimentée. Une vidéo montre qu'un noir, son nom, Charles Kensey, a été pris froidement pour cible par la police de Miami alors qu'il ne représentait aucun danger. Il a été blessé par balle à la jambe. Il essayait tout simplement de raccompagner l'un de ses patients autistes égarés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.